Y a-t-il des amateurs d'art parmi vous ? Je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être esthète pour apprécier la conversation qui va suivre, mais simplement d'être sensible à la bienveillance et aux soins accordés à l'autre, à ce qu'on appelle l'éthique du care. Mon invitée du jour, Florence Manouguera, a décidé d'adopter cette posture en la croisant avec le champ artistique pour donner naissance à The Caring Gallery, la première entreprise à mission du marché de l'art en France. Vous allez voir que son modèle révolutionne complètement le fonctionnement habituel de la galerie traditionnelle. D'abord, en repensant l'expérience de l'art autour d'œuvres d'artistes préoccupés par des enjeux sociaux et environnementaux, puis en mettant le bien commun au cœur même de l'acte d'achat. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous répétez? Philanthropique. Philanthropique. Je te donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Avant de plonger dans cet échange qui vous donnera sûrement envie de pousser les portes de cette galerie d'un nouveau genre, j'aimerais dire un petit mot sur mon partenaire. Le podcast est rendu possible grâce au soutien de Altrui, une association qui a pour mission de promouvoir l'engagement associatif via les canaux digitaux tels que le podcast et les réseaux sociaux. Elle vient d'ailleurs de conclure avec succès la 2e édition du Podcaston. Si vous êtes passé à côté de cet événement incontournable, je vous invite à écouter l'épisode 42 sur les coulisses de ce marathon caritatif. Bonne écoute! Bonjour Florence Manouguera. Bonjour Charlène. C'est la 2e fois dans l'histoire de Philanthropio que l'art et la philanthropie s'entrecroisent. La première fois, c'était avec Élodie Arnouk pour parler de The Hope Gallery, qui n'existe plus malheureusement, mais dont le concept est toujours aussi inspirant. Et cette fois-ci, on va parler de la révolution que tu cherches à faire dans le marché de l'art contemporain en remplaçant le binôme artiste-galerie par le triptyque artiste-ONG-galerie. Alors toi, tu viens pas du monde de la philanthropie, mais l'art a toujours fait partie de ta vie. Tu as été directrice du développement de Beaux-Arts Institute après avoir fondé et dirigé pendant 11 ans une agence de conseil en art et culture pour les marques. C'est une agence qui s'appelait La Compagnie, je crois. Oui. Et auparavant, tu as passé 9 ans dans les départements marketing et publicité du groupe PSA. Et en 2021, tu as créé la première entreprise à mission du marché de l'art en France, The Caring Gallery. En parallèle, tu accompagnes les marques dans la mise en place de solutions marketing, de communication corporate et RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale. Alors, comment t'es venue cette idée de mettre le bien commun au cœur du modèle marchand de l'art ? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que tout projet entrepreneurial, enfin tout projet, mais en particulier quand on crée une entreprise, ça vient d'une idée et d'une envie et même d'un besoin. Me concernant, en fait, j'avais, comme tu l'as rappelé, déjà entrepris. Voilà, j'étais salariée et puis j'ai monté une boîte de conseil et donc je savais ce que c'était que de créer sa boîte, etc., des chefs d'entreprise. Mais il me manquait quelque chose. Et en fait, l'idée est venue. J'ai été écouter Cynthia Fleury en fait à Paris. Elle animait la chaire du care en fait au CNAM, je crois. Et j'allais écouter ses conférences sur l'éthique du care, qui est une éthique anglo-saxonne sur le prendre soin en fait, enfin on aura l'occasion d'en parler. Et je trouvais ça génial, cette approche des relations, des rapports humains, à soi aussi, à l'environnement, à tout, par cette espèce de baume au cœur que l'on doit avoir tout le temps dans ce qu'on fait. Et c'était plus que quelque chose de l'ordre de la charité ou des choses comme ça qui m'intéressait, c'était vraiment une posture. Parce que j'ai des enfants, donc 2 grands garçons et aussi une fille de 11 ans maintenant. Et je me disais, en fait, si j'entreprends, c'est aussi pour entreprendre de façon quelque part exemplaire. Peu importe le chiffre d'affaires, même si c'est important, mais en tout cas, on peut pas avoir la même posture par rapport au monde qui tourne, à tous les problèmes qui sont là. Et se dire, ouais, moi je crée ma boîte, c'est pour créer de l'argent, faire de l'argent et voilà. C'est sûr, c'est la base de l'activité commerciale, mais ça ne peut pas suffire. Et il se trouve que, en plus de Cynthia Fleury et de l'éthique du care et tout ça, il y avait la loi Pacte qui a été créée en France
pour permettre, entre autres, aux entreprises d'être entreprises à mission. Et ça, j'ai trouvé ça formidable de pouvoir se dire que dans nos statuts, on peut désormais mettre une raison d'être qui est au-delà de la vocation commerciale, et c'est vraiment ce que je cherchais. Voilà, tout est parti de là, de cette envie d'entreprendre différemment. Et ensuite, c'est sûr que comme je connais très très bien le monde de l'art, le projet c'est fait dans l'art. Voilà. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, c'est parti effectivement d'une envie d'entreprendre autrement, entre autres pour être exemplaire vis-à-vis de tes enfants, qui sont quand même l'avenir, et aussi d'une rencontre, le fruit d'une rencontre avec, direct ou indirect. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de parler directement avec Cynthia Fleury, mais effectivement, c'est une référence en matière de théorie du care. Donc, ta raison d'être, justement, puisque tu parlais de l'entreprise à mission, la raison d'être de The Caring Gallery, c'est de faire de l'art un levier de mobilisation et d'action au service d'un monde plus durable et plus juste. Selon toi, le rôle de l'art est-il de dénoncer ? Est-ce que l'art pour l'art, c'est fini dans un monde marqué par les crises, les injustices et les déséquilibres ? Je ne sais pas si l'art pour l'art est fini parce que... et puis c'est pas forcément mal l'art pour l'art. C'est très rare qu'une œuvre d'art soit intéressante si elle a vraiment rien à dire sur le monde, quoi, qui nous entoure. Si l'artiste est animé juste par l'idée de mettre du bleu et du rouge à côté, ou voilà, c'est très rare de trouver un intérêt, une universalité quand le geste de l'artiste est porté que là-dessus. Non, le rôle de l'art, c'est pas forcément de dénoncer, parce qu'il y a des postures beaucoup plus apaisées. Par contre, ce qui est intéressant avec l'art, c'est que ça convoque bien évidemment l'esthétique. L'expérience même physique d'un rapport à la couleur, à des formes, à des sons, si on prend l'art dans son ensemble, la musique, etc. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que si on prend par exemple le défi environnemental, c'est pas parce qu'on a lu le rapport du GIEC une fois, deux fois, trois fois que on va forcément se dire allez, je me lève de mon canapé, je change tout et j'emmène tout le monde avec moi, et voilà. Lorsqu'on est loin d'un sujet, on se lève pas parce qu'on sait que ce sujet existe et que c'est une catastrophe et que X% des gens, etc., etc. On arrive à se mettre en mouvement, à s'intéresser parce que ça va convoquer l'émotion, parce que ça va nous toucher à titre personnel. Et la première vertu de l'expérience artistique, c'est ça. C'est on se trouve devant une œuvre, quelle qu'elle soit, et ça c'est très personnel, individuel, il va se passer ou non quelque chose. Et il y a un historien de l'art qui était spécialiste de la Renaissance italienne, qui s'appelait Daniel Arras, qui disait « il y a un moment où la peinture se lève ». Et c'était ça, c'est on est devant une œuvre, et à un moment donné, la peinture se lève pour vraiment nous toucher. Et donc il y a cette connexion entre le regardant et la chose artistique. Et donc, si on croise cette expérience artistique avec les sujets de société ou environnementaux, qui nécessitent d'être plus que compris, mais vécus quelque part et expérimentés de la façon la plus personnelle possible, eh bien là, oui, l'art, c'est intéressant. Et c'est pas forcément en dénonçant, mais juste en l'artiste, en exprimant quelque chose sur un sujet, eh bien, il le fait avec un langage qui convoque. Voilà. Et c'est cette convocation individuelle d'abord que moi j'ai expérimenté avec les premières expositions de The Caring Gallery qu'on a faites, où ça se passe, quoi. Voilà, c'est intéressant. Les gens repartent de la galerie, ils emportent quelque chose avec eux du sujet de l'exposition. J'encourage fortement nos auditeurs, s'ils sont férus d'art ou non d'ailleurs, de lire On n'y voit rien, qui est un best-seller de Daniel Arras, absolument formidable, très très accessible, je précise, parce que c'est un théoricien de l'art, mais pas du tout barbant. Au contraire, ça se lit, mais très facilement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, il est question de réalité, du rapport entre l'art et la réalité, parce que souvent, il y a une façon de voir les choses qui est que l'art, c'est une façon de s'éloigner de la réalité, en quelque sorte pour supporter la vie. C'est des discours qu'on peut entendre. Mais au contraire, en fait, ce que tu dis un peu entre les lignes, c'est que l'art doit parler de cette réalité. Parce que parfois, elle parle de réalités qui ne sont pas directement sous nos yeux. Donc, c'est une façon, finalement, de nous sensibiliser à certains sujets, mais à travers toujours le prisme de l'artiste. Donc, il y a toujours un peu cette espèce de va-et-vient entre s'éloigner de la réalité, parce que l'art peut être aussi peut avoir aussi pour fonction de divertir, mais aussi, comme tu disais tout à l'heure,
parfois de dénoncer. Et là, à ce moment-là, on est plus dans une posture de faire parler la réalité, quoi. Bien sûr, alors toutes les postures sont intéressantes en art, dès lors que l'artiste est bon, intelligent et qu'il a une maîtrise technique et qu'il connaît un peu ce qu'ont fait ses prédécesseurs avant lui et voilà, qui s'inscrit vraiment dans une lignée. Ce qui est intéressant, c'est le pas de côté que l'artiste va nous permettre de faire par rapport à la réalité, parce que à travers le langage artistique, il y a quand même toujours une part de poésie. Quelque chose qui est décalé, comme tu dis, qui nous éloigne du fait brut, de l'idée brute, pour nous emmener dans une forme, dans un univers, dans une immersion, dans une exploration aussi, parce que parfois on n'y comprend rien, et du coup on rentre dans le langage de l'artiste, et donc il y a toujours cette déconnexion avec la réalité qui se fait, selon les personnes, et ça j'ai pu expérimenter parce que j'avais organisé pendant plusieurs années des visites de galeries pour plutôt des gens qui s'intéressent à l'art, mais des cadres d'entreprise, des dirigeants, etc. Et on visitait des galeries. Et en fait, il y a 2 types de personnes dans le monde, pour moi, qui existent désormais. Il y a celles qui sont, quand elles voient quelque chose qu'elles ne comprennent pas et qui les force justement à faire ce pas de côté, qui les décroche de leur réalité. Il y a celles qui vont dire non, mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est voilà, pas pour moi. Et donc il y a cette espèce de défense parce qu'ils ne comprennent pas, donc ils se mettent à l'écart. Et en général, de ce que j'ai pu observer, plus on est staffé, plus on a des plumes sur son sur son chapeau, moins on a envie de paraître idiot. Et plus cette posture de défense finalement est facile parce qu'on se dit non mais l'art contemporain c'est vraiment n'importe quoi, etc., etc. Et donc on n'y va pas. Et puis il y a la deuxième catégorie de gens qui sont curieux, qui ont une posture d'humilité aussi, qui n'ont pas d'ego mal placé. Et ça n'a rien à voir avec le statut social, l'âge, une quelconque condition. C'est juste peut-être une question de caractère ou d'éducation, je ne sais pas. C'est des gens qui se disent « Ah, mais c'est quoi ? Je comprends pas, expliquez-moi ». Ou alors qui vont prendre le temps de vraiment regarder, une fois passé le côté « Ah, mais c'est quoi ?» et qui se disent « Bon, bah si c'est là, c'est bien qu'il y a une raison ». Et donc, c'est cette posture de curiosité qui va faire que la connexion va être possible. Après, on a le droit d'aimer, pas aimer, trouver ça idiot, etc. Mais au moins la connexion est faite. Donc, c'est pour ça que c'est très important que l'art nous déconnecte de la réalité, parce que ça nous exerce à être curieux, à sortir de cette réalité justement pour exercer notre posture critique, humaine en fait, d'être humain. Et t'as écrit quelque chose de très beau aussi sur cette idée d'apprendre à voir finalement. Sur LinkedIn, dernièrement, tu as écrit un post où, je te cite, tu disais « Beaucoup de personnes pensent que ce qui est artistique doit être avant tout agréable à regarder, mais le vrai but, c'est de nous apprendre à voir. Voir, c'est tout un art. » Et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Donc effectivement, c'est apprendre à voir, mais en acceptant de créer cette connexion aussi avec les œuvres d'art et de rentrer un petit peu dans l'univers de l'artiste, puis se laisser un petit peu porter par ce qu'on voit, quoi. Parle-nous justement des artistes et des associations que tu as représentés jusqu'à présent et de la manière dont tu les sélectionnes. Déjà, c'est pas moi que moi. J'insiste beaucoup sur la dimension de collégialité qui là prend une plus grande ampleur encore dans le projet The Caring Gallery, dans ce qui va arriver en 2024. L'intelligence collective, c'est très important sur ce genre de choses. Et donc, en fait, nous, les artistes, donc la posture, ça a été de se dire, si on veut croiser l'art et l'engagement pour l'environnement, pour des causes sociétales, sur quoi on va juger ça. Donc c'était très difficile. Et finalement, avec Anne-Sophie Bérard, qui a contribué aux premières expositions de la galerie, on en est arrivé à se dire ce qui est important, c'est l'œuvre, c'est la création. Et l'artiste, ça peut ne pas être son combat de tous les jours, le climat par exemple, mais par contre, il va créer une œuvre ou une série d'œuvres, de photographies, de dessins, de sculptures, d'installations, peu importe, qui vraiment font du sens sur le sujet. Et donc, c'est ça ce sont des œuvres qu'on emporte un peu avec soi et qui vont avoir, alors le mot est galvaudé, mais un impact sur les gens qui vont la voir. Et qui vont nous permettre aussi de faire du sens à l'écrit, puisque on soigne beaucoup ce qu'on appelle les cartels, donc les petites indications à côté des œuvres
qui disent grosso modo c'est quoi, pourquoi, etc. Et ça, c'est très important parce que je voulais pas faire une galerie où les gens rentrent et puis il y a rien, si ce n'est les œuvres. Et ça, moi, pour l'avoir vécu, c'est tellement mortifiant quand on sait pas ce qu'on a devant soi, qu'on le comprend pas. Ça peut être intimidant aussi, ouais. Voilà. Alors, il y a toute une théorie. Est-ce qu'on doit rencontrer l'œuvre d'abord et après la comprendre? Ou est-ce qu'on doit lire avant et après la voir? Enfin, bon, bref. Il y a plein de débats. Il y a même des gens qui ont fait des livres là-dessus. Enfin, nous, on met à disposition quand même du texte. Et donc, on est à la recherche d'artistes qui vont nous aider à rentrer dans un sujet et à donner, oui, des éléments de contexte sur tout un tas de sujets qu'on traite. Donc ça, c'est la première chose. On veut aussi s'adresser à tout le monde, donc avec des œuvres qui sont compréhensibles, appropriables par tout le monde. On n'ira jamais sur des choses très hermétiques. Très hermétiques, voilà, et on n'ira jamais sur du trash. En fait, c'est assez politique notre projet, puisque l'idée, c'est d'aller sur quelque chose qui est quand même assez humaniste, qui est de se dire, on va provoquer une expérience qui vise à rassembler, à nous rapprocher de l'autre, et pas à exclure, à cliver, à porter le débat sur des antagonismes, etc. Donc voilà, déjà les choix se font par rapport à ces postures-là, ces valeurs-là. Et puis les ONG, alors pour être très concrète, s'il y a des entrepreneurs qui écoutent le podcast, il faut être très opportuniste quand on lance un projet comme ça. Donc moi j'avais des contacts sur LinkedIn, et le premier, ça a été la présidente de la Fondation Médecins du Monde, Catherine Giboin, qui était dans mon réseau, je ne sais pas comment, pourquoi, mais elle y était. Et je l'ai contactée, je lui ai dit voilà, je fais ça, on fait une exposition, est-ce que vous souhaiteriez être partenaire? Elle m'a dit oui, mais alors qu'est-ce qu'on a à faire? Je lui ai dit rien, simplement recevoir 10% des ventes et puis vous prêter au jeu d'être là, le vernissage, et voilà. Et ça a commencé comme ça. Donc le choix se fait par opportunisme, enfin voilà, et puis ça collait parfaitement, et la personne et la Fondation Médecins du Monde sur le droit des femmes, etc. Et puis après, ça se fait beaucoup aussi soit on sent qu'il y a une relation humaine qui peut porter, soit la porte elle reste un peu fermée parce que ça se passe pas. Souvent c'est compliqué avec les très 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 grosses ONG qui ont des critères de dons monstrueux, qui exigent d'avoir un fixe en dons, etc. Donc bon, là, c'est pas notre scope et c'est pas notre monde et c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc voilà, c'est un choix à la fois du bon sens humain, de pragmatisme, et voilà, quand on a fait 6 ou 7 expositions en très peu de temps, hein, tous les 2 mois. C'est énorme, des expositions collectives tous les 2-3 mois. Donc ça nécessite quand même d'aller droit au but et d'être efficace. Et en même temps, dans un projet comme The Caring Gallery, qui est porté par du sens, de l'engagement, des valeurs, il faut pas se dévoyer. Donc il faut être très cohérent. Voilà. Et tu travailles avec une commissaire d'exposition? Tu citais une personne tout à l'heure. Est-ce qu'elle est commissaire des expositions? Tout à fait. On a travaillé sur les 6 dernières expositions avec Anne-Sophie Bérard, qui collabore aussi avec d'autres institutions. Et on s'est retrouvés sur la dimension care, justement, du projet, qui était avec une sensibilité. C'était important de marquer une ligne artistique aussi. Et là, on va s'ouvrir sur une éditorialisation de nos contenus avec un comité artistique. C'est-à-dire que moi, dans la dynamique du projet, je trouve que la collégialité, elle est clé. C'est une entreprise qui fédère, qui agrège les compétences, les bonnes volontés, les idées, les réseaux. Et ça doit s'incarner sur comment on fait les choses. Donc, The Caring Gallery est en train de s'acheminer vers un modèle d'entreprise excessivement collégiale, collaborative, sans aller jusqu'aux entreprises opales qui sont autre chose, mais c'est ça qui est en train de se passer. Voilà. Donc, plutôt que de confier une exposition à une personne, ce qui est très bien, hein, on va jouer la carte de vraiment l'esprit The Caring Gallery en agrégeant les compétences au sein d'un comité éditorial. Sur quelle thématique vous avez travaillé dans la dernière année, en tout cas dans les 7 dernières expositions? On a traité des thématiques environnementales avec une exposition sur le climat, alors sur le réchauffement climatique plus exactement, une exposition sur la biodiversité, une exposition sur l'économie circulaire. On a traité de thématiques sociétales avec la solidarité, le droit des femmes et avec la question de la diversité. Il n'y a pas plus casse-gueule que le thème de la diversité.
c'est excessivement politique, clivant, etc. Et on a pris le parti de faire une exposition non pas sur ce qui nous divise, qui est à la mode en ce moment, mais plutôt sur ce qui nous réunit. Alors, qu'est-ce qui nous réunit justement? C'était quoi l'axe que vous avez choisi? Alors sur l'exposition multiple, on avait l'axe, c'était vraiment se dire chaque humain. D'abord, le préalable, c'est que chaque humain a de la valeur et une posture, une égalité de fait. Donc, par exemple, avec l'artiste Reza, il a exposé 2 magnifiques photographies sur des derviches tourneurs, qui sont donc ces danseurs qui tournent jusqu'à atteindre un état de transe qui leur donne à voir le monde de façon véritablement avec une élévation spirituelle très importante. On a eu à l'inverse, donc l'artiste Reza est un photographe excessivement connu. On a eu des artistes émergents comme Marco Martins ou Mathieu de Malte qui ont exposé des œuvres sur l'amour et sur la diversité de nos relations amoureuses. On a eu des artistes qui traitaient du thème de la fragilité. Tatenda Shitora qui a exposé des œuvres sur ces personnes qui, du fait de leur différence, parce que albinos sont persécutés, avec des œuvres magnifiques, des photographies magnifiques. Donc voilà, à chaque fois, en fait, le propre de The Caring Gallery, c'est comme une boîte de chocolat, où chaque œuvre va exprimer un angle d'attaque du sujet. Et c'est pour ça qu'on s'adresse à tout le monde et que nos expositions plaisent, parce qu'on n'a pas véritablement de posture clivante ou un angle très étroit pour traiter un sujet. Et on se dit que c'est la multiplicité de ces regards qui va permettre, sur un sujet, de transformer l'expérience purement artistique en expérience de sens, parce qu'on va avoir différents points de vue, exactement comme dans un débat public. Et c'est vrai que le rôle de l'art sur par exemple, si on prend l'exposition sur la diversité, on a fait des tables rondes, c'est aussi de provoquer le débat, l'échange. Et le débat, il y en a plus, puisque c'est plus une confrontation de points de vue, en général stérile, en général très peu cultivé sur les sujets qui sont immédiats sur les réseaux sociaux, etc. On est pour, on est contre, on n'aime pas, etc. Et le fait de convoquer tous ces artistes, on a même des NFT aussi, des œuvres digitales, on a toutes les techniques, ça crée une diversité d'expériences, de points de vue. On se dit, le sujet finalement, il n'est pas si simple. Et c'est vraiment le propre du débat. Alors, on a aussi parlé beaucoup de care jusqu'à présent. On va peut-être définir ce que c'est d'abord pour nos auditeurs. Et j'aimerais aussi savoir de quelle façon l'art peut alimenter la théorie du care. Oui, alors ça, effectivement, lorsque j'ai eu l'idée de créer une entreprise dans l'art avec le care, je me suis dit, finalement, comment connecter les deux. Et je me suis plongée donc dans la littérature sur le care. Donc, pour la définir, il y a une définition qui est très très intéressante, très simple, d'une philosophe américaine qui s'appelle Joanne Tronto, qui en 93 a sorti un livre sur l'éthique du care. Et donc, la définition, c'est activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons pour entretenir, perpétuer ou réparer notre monde afin de pouvoir y vivre le mieux possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes, notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en faveur de la vie. Donc, c'est une définition très large, mais également très cadrante. Donc, ça a donné le cadre. Et il y a différentes choses dans l'éthique du care qui m'ont intéressée et que je pouvais connecter à l'art. Déjà, le care, en soi, c'est pas la charité. C'est-à-dire que c'est une éthique qui vise à l'efficacité. C'est-à-dire quand on aide quelqu'un, concrètement, on doit le sortir de la mouise. On doit l'aider vraiment. C'est pas juste, je suis religieusement portée sur l'amour de mon prochain, ou même pas religieusement d'ailleurs, mais je veux aider mon prochain, donc je lui donne une pièce et puis je passe mon chemin. C'est plutôt de se préoccuper véritablement de l'autre. Et cette préoccupation, elle passe par une certaine égalité entre l'aidant et l'aidé. Si j'aide quelqu'un, il est au même niveau que moi. Il n'est pas en dessous de moi parce qu'il est faible, il est en situation de précarité, il est démuni. Et ça, cette notion d'égalité m'intéressait énormément. Déjà, je trouve que c'est
plutôt sain. L'idée d'efficacité aussi, si on aide quelqu'un, c'est vraiment parce qu'il doit y avoir un résultat au bout. Ça, je le connectais avec l'entreprise commerciale. Hein, c'est pas de la pure philanthropie au sens désintéressé du résultat. Et puis ensuite, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que pour déjà pouvoir aider quelqu'un, il faut déjà le remarquer. Et parfois, on passe à côté et on voit pas. Et l'art interpelle. Parce que c'est ce que tu disais, quand on rentre dans la galerie, eh bien on prend conscience, on se rapproche de sujets qui sont parfois très éloignés, et on prend conscience. Et donc ce côté l'art qui alerte, parce que j'ai vu une œuvre ou un artiste qui parlait de ça, etc. Et voilà, ça m'a marqué. L'art déjà, ça aide à prendre conscience. Donc c'est la première étape du care. Ensuite, il faut pouvoir aussi pour vraiment aider quelqu'un, il faut se trouver impliqué. Vraiment. Parce que c'est pas parce qu'on sait qu'on bouge. Et on bouge quand on est touché personnellement. Et là, l'art a un super pouvoir. Et c'est ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes ému par une œuvre, par un artiste, par une expérience, par une immersion. Et il y a un chamboulement qui s'opère. Et ce chamboulement, vous l'emportez avec vous. Et le jour où il faudra aider quelqu'un en rapport avec ce thème, vous aurez été sensibilisé vraiment à titre profond et personnel. Et ça, vraiment, c'est un super pouvoir de l'art. Voilà. Et ensuite, il faut vraiment pouvoir aider. Et c'est là qu'intervient le dispositif plus entrepreneurial de la galerie, où l'idée, c'est de se dire, OK, on va faire des expositions pour faire tout ça. Et puis après, comment on aide vraiment ? Donc, on a commencé jusqu'à présent en disant, on est entreprise à mission et on va mettre le bien commun au cœur de notre modèle marchand en reversant 10% des ventes d'œuvres que l'on fait à des ONG partenaires. Et donc, c'était notre façon à nous de reverser et d'aider à travers des structures très organisées et très efficaces, etc. Et là, on est en train de prendre une autre dimension dans notre ambition d'aider en créant un fonds de dotation. Et ça, c'est un projet qu'on va lancer bientôt. J'aime beaucoup les liens que tu fais entre le care et l'art, vraiment beaucoup. Est-ce que tu fais vraiment une distinction entre le care et la philanthropie ? Parce que c'est deux concepts qui peuvent se recouper dans la mesure où la philanthropie peut être guidée par un sens du care envers les autres, et le care peut être renforcé par des actions philanthropiques qui répondent justement à des besoins identifiés. Donc, comment est-ce que tu fais une vraie distinction entre les deux ou Non, si on fait une distinction, ça risque d'être une distinction plutôt intellectuelle, mais moi, mon point, c'est de dire que quand on croise l'art avec la philanthropie, souvent, on arrive quand même à des choses qui sont très normées. On a tous vu des ventes aux enchères avec des artistes qui donnent des œuvres qui valent des millions et des gens très riches en face qui enchérissent, qui achètent l'œuvre et tout est donné à une ONG. En général, quand on parle de philanthropie et d'art, c'est quand même sur ce modèle-là qu'on est, ou de fondation, avec des personnes effectivement qui ont beaucoup d'argent, qui ont réussi et qui redonnent. En général, c'est ça. Et donc, le point du care, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est révolutionnaire au sens où le truc, c'est de se dire, tout le monde peut adopter une posture où on se dit que le bien commun fait partie de notre activité. C'est pas juste si on a de l'argent en plus ou du temps en plus ou parce qu'on est très touché à titre personnel par un sujet, donc on va s'investir et embarquer tout le monde. La posture, c'est de se dire, en termes de société, on ne peut pas continuer à se dire que l'État et donc le service public, l'argent public avec nos impôts ou des gens fortunés sont en charge de toute la misère du monde et de la lutte contre le réchauffement climatique, etc. On peut plus se déposséder de ça à titre d'individu et encore moins d'entrepreneur. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est toute la société dans son ensemble qui doit bouger. Avec l'éthique du care, on est sur une éthique finalement de posture qui est de se dire tout ce qu'on fait, on doit veiller quand même à l'impact positif qu'on a sur notre écosystème, notre premier écosystème, nos collaborateurs, les fournisseurs, les clients, les partenaires, etc.
Et globalement, ça sert à quoi ce qu'on fait, quoi, au-delà de gagner de l'argent, comme on disait au début. Ça impacte positivement comment? Et c'est là-dessus que je trouve que c'est intéressant de se dire, quoi qu'on fasse, économiquement parlant, on peut avoir cette posture de se dire comment on va impacter positivement la société dans son ensemble. Alors ça peut paraître prétentieux, mais on peut le faire à l'échelle de son quartier aussi. Mais on peut pas comme ça se déposséder de cette responsabilité aujourd'hui, c'est pas possible. On parle beaucoup d'environnement, bien évidemment, pour les générations futures, mais la solidarité envers les plus précaires, il y a de plus en plus de précarité. Et donc, l'idée, c'est de trouver un moyen, un dispositif, pour que ce qu'on gagne, on en reverse un petit peu, et que ce dispositif soit suffisamment attractif pour toutes les parties prenantes, pour que la réussite commerciale soit associée à l'impact. C'est intéressant, en fait, le CARE nous met un peu tous sur un même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on peut pas dire, ah non, je peux pas être philanthrope, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, ou je fais pas des grosses fortunes, etc. En fait, l'idée, c'est plutôt de dire, qu'on soit un petit colibri ou qu'on soit un ultra riche, en fait, on a tous notre part à jouer, et dans cette responsabilité collective, de faire en sorte que la société aille mieux, quoi. Donc c'est dans ce sens-là que toi tu vas aller plus loin que les actions de mécénat et de philanthropie, on va dire plus classiques et traditionnelles. Plus loin, je sais pas, mais c'est une voie qui m'intéresse plus parce que déjà j'ai pas des millions, mais c'est une voie qui m'intéresse plus que de me dire simplement on va faire de la philanthropie. Et puis tout ne dépend pas que de l'argent. C'est aussi un rapport à l'humain. Et mettre une œuvre d'art dans des hôpitaux, dans des lieux où il y a besoin un peu d'évasion, etc. Ça coûte pas forcément très très cher. Après, voilà, chacun le fait à son niveau, et moi je crois beaucoup à cette idée de rapport humain, d'efficacité, de contribution au bien commun, et d'embarquer tout le monde, parce que si les plus riches avaient dû sauver tout le monde, il l'aurait déjà fait, quoi. Oui, il y a cette question de distance sociale aussi avec les bénéficiaires qui est peut-être plus importante dans la philanthropie versus la posture dans laquelle tu cherches à avancer, quoi. Oui, et puis c'est même une posture d'associer les personnes qu'on aide aussi dans le projet. Et ça, on l'a pas véritablement enclenché encore parce qu'on peut pas tout faire, mais on l'a touché du doigt sur l'exposition sur le droit des femmes avec la maison des femmes, où on a exposé des œuvres de la maison des femmes, et certaines sont venues voir leurs œuvres dans la galerie, etc. Cette dynamique de co-construction entre l'aidant, l'aider, voilà. Et puis quelque part, la roue tourne, donc on est aidant un jour et puis le lendemain, on a besoin que quelqu'un nous tende la main. Et j'aime beaucoup cette idée de se dire que The Caring Gallery va embarquer. Encore une fois, il y a une horizontalité. Voilà, c'est pas quelque chose de descendant. C'est quelque chose. On est tous sur un pied d'égalité. On loupe tous une marche à un moment donné. Et s'il y a cette posture de care qui transpire dans nos relations, dans la société, dans ce qu'on fait, dans les rapports économiques qui sont des rapports de force, s'il y a beaucoup plus de bienveillance et de soins qu'on accorde à l'autre, c'est gagné, quoi. Voilà. Tout le monde s'en portera pas plus mal finalement, même plutôt bien. Voilà. Est-ce que tu cherches à répandre ce modèle auprès d'autres galeries ? En d'autres termes, est-ce que tu as une volonté de créer un mouvement ? Alors, non, c'est compliqué ça, mais oui, on a volonté de faire en sorte que l'art et le care soit quelque chose que les autres puissent s'approprier, et on travaille là à des solutions, oui. Mais en fait, moi je suis pas du tout dans une posture d'évangélisation, hein. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, il y a des choses que j'ai loupées, que je n'arriverai jamais à faire. Je suis admirative, mais vraiment admirative. Ce sont mes héros, des galeristes comme Kamel Menour, Tadeusz Ropak, Chantal Crouzel. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans leur galerie. Je suis admirative de ce qu'ils font, et c'est formidable, vraiment. Donc, je trouve que ce qui est bien, encore une fois, c'est la diversité, quoi, des initiatives. Après, chacun a ses limites, et voilà, moi je sais que je n'entreprendrai pas d'une certaine façon parce que je sais pas faire. Je préfère ces valeurs-là, et voilà. Mais l'idée, c'est surtout pas d'être dans une posture de donneur de leçons et tout, parce que c'est pas du tout voilà, il y a pas de quoi, voilà. Tout à l'heure, tu as mentionné
votre projet de créer un fonds de dotation actionnaire. Je renvoie nos auditeurs à l'épisode 18 avec Virginie Segers qui explique très bien ce que c'est. En gros, ça consiste à donner une part significative de ces titres ou droits de vote au fonds ou à la fondation. Pourquoi cette démarche ? Oui, alors là aussi, on fait un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire que normalement, les fonds de dotation actionnaire, c'est surtout en Europe du Nord. Donc voilà, il faut écouter le podcast que vous avez fait pour bien comprendre. Mais c'est vrai que ce sont des boîtes des très grosses boîtes qui créent un fonds de dotation actionnaire pour sanctuariser l'entreprise autour de valeurs effectivement philanthropiques, puisque le fonds a une activité philanthropique et possède une partie, tout ou partie d'ailleurs de l'entreprise, et est alimenté par les dividendes qui sont versés au fonds de dotation pour faire un certain nombre d'actions. Alors nous on est petits encore, hein. Alors l'idée m'a été soufflée en fait, et quand j'ai entendu je connaissais bien évidemment les fonds de dotation, mais il me manquait la brique actionnaire, et je me suis dit voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, parce que le dispositif est complet entre un outil philanthropique qui nous permet d'aller plus loin dans nos actions, de mener nos propres actions par l'art, en soutien à certaines causes, en certains thèmes qui nous intéressent, pouvoir capter des dons qui sont défiscalisables par les entreprises ou les particuliers, et donc donner cette possibilité-là à ceux qui nous suivent et qui vont pas acheter une œuvre tous les tous les jours, mais qui veulent soutenir les actions philanthropiques que l'on fait par l'art. Ça, c'était très intéressant. Et puis moi, voilà, moi je suis dans une posture où j'ai eu cette idée, et là j'agrège des talents, des compétences, des experts, mais je suis tellement reconnaissante de l'intérêt et de leur temps qu'ils consacrent au projet pour le faire grandir. C'est ça moi qui m'anime, et donc donner une partie de mes parts à un fonds de dotation qui va crédibiliser l'ensemble, nous donner plus de force à cette dimension care, et plus de visibilité, c'est une chance. Voilà. En tout cas, bonne chance dans la mise sur pied de ce fonds de dotation. Je sais que ça peut être, en tout cas, ça peut prendre quelques mois. Je ne sais pas où vous en êtes dans le processus, mais c'est une grosse étape. Tu collabores aussi avec les entreprises à travers les Caring Art Projects. En quoi ça consiste exactement ? Alors l'ADN entreprise, en fait, il est natif du projet, puisque moi, dans mon parcours, je viens du monde de l'entreprise. Quand j'ai quitté le monde de l'entreprise, donc du marketing, de la publicité, des études clientèle, de la com, et je venais d'un monde automobile et je suis passée dans l'art, et on m'a dit ah là ça va pas être facile parce que tous ces mots-là c'est des gros mots un peu dans l'art, quoi. C'est des trucs qui sont pas excessivement valorisés. Et le marketing c'est le diable. Exactement, les entreprises, oulala, etc. Et donc, moi, j'adore les organisations, la sociologie des organisations, comment on crée de la valeur, je trouve ça passionnant. Et donc, s'adresser aux entreprises en plus pour les aider dans leur transformation, parce que beaucoup d'entreprises ont pris depuis de très nombreuses années le pli de se convertir, à décarboner, à faire les choses de façon plus propre, plus saine pour l'environnement, mais également sur le plan social, par rapport à leurs collaborateurs, par rapport aux engagements qu'ils prennent pour faire produire leurs produits dans des pays où on ne fait pas travailler les enfants, etc. Enfin, qui sont alignés sur des valeurs très très fortes. Et ces entreprises, souvent, ont besoin d'art pour engager, pour faire connaître, pour révéler aussi leurs engagements, qui parfois sont un peu arides, parce que c'est des chiffres dans un gros tableau et qui dit que oui, on décarbone, etc. Et ben l'art, il y a plein de collaborations avec des artistes qui sont engagés comme eux sur des sujets, qui le disent différemment. Et donc nous, on est une sorte de plateforme de mise en relation avec des artistes engagés comme eux sur les mêmes sujets. Ils peuvent commander des œuvres, on peut organiser des expositions, on peut faire intervenir des artistes dans des événements. On peut tout faire en fait pour créer des conditions de rencontre autour de leurs œuvres et pour leurs collaborateurs ou clients. Ouais, donc c'est une autre façon d'aller chercher des revenus. Et de l'impact, parce que une œuvre, lorsqu'elle est achetée par un particulier, on peut se dire qu'elle va être vue si c'est par 100 personnes, amis et familles confondues, c'est beau. Lorsqu'on travaille avec une très grosse boîte et que l'œuvre va être vue par des centaines, des milliers de collaborateurs, et ben là il y a de l'impact, et là il y a de la com, et là
on a vraiment on est dans notre mission de faire connaître une œuvre et voilà. Alors Florence, on va se quitter sur tes coups de cœur artistiques. Je suis très curieuse de les entendre. Moi, tu sais, le monde des arts et de la culture, ça a été 7 ans de ma vie, de ma première vie professionnelle, on va dire. Donc, je suis un peu déconnectée de ce monde-là aujourd'hui. Moi qui ai écumé les foires, les FIAC de ce monde, les Art Paris, les galeries. Moi, les prix Marcel Duchamp, ça fait 10 ans que je les connais plus. Mais bon, tu vas me remettre dans le bain. Alors, quel est ton artiste contemporain préféré ? Bon, alors déjà, là, moi, je travaille beaucoup avec un artiste qui s'appelle Zenzel, qu'on va exposer prochainement à Paris. Et typiquement, c'est le genre d'artiste que j'adore, puisque Zenzel, c'est un photographe, entre autres. Il est aussi producteur, mais il est photographe. Et c'est le genre de personne qui a passé 9 ans avec des freerunners, donc sur les toits, pour les photographier. Donc, tu sais, les adeptes des parcours, donc ces jeunes qui sautent de toit en toit, et c'est des acrobates des temps modernes, etc. Donc c'est pas juste qu'il a été les photographier, il a fait 3 beaux clichés, voilà, il a passé 9 ans avec eux, à les photographier, à les suivre. Il vient de sortir un livre et on fait la première exposition de ces clichés qui traitent de la liberté, qui traitent de l'invisibilité aussi, parce que ces jeunes, s'ils sont en haut aussi, l'expo s'appelle D'en bas, personne ne nous voit. Et donc ça pose plein de questions en fait. C'est mon actualité et je peux pas ne pas parce qu'on est à fond là-dessus. Après, les artistes qui me touchent, ça va être par exemple un artiste comme Reza qui a du vécu, qui a une humanité incroyable quand on le voit. Alors il y a un artiste qu'on a exposé aussi que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment tellement aligné avec ce qu'il fait. C'est William Amor. Ah, je l'adore. J'adore son travail. Qui fait des fleurs en papier recyclé. Ce qui est très émouvant chez William, c'est que d'abord, il a le nom qui est un nom qui est incroyable et qui est son vrai nom. Oui. Et c'est surtout qu'il reste excessivement simple et humble. Il a un atelier parisien qui est plutôt petit, mais qui est un décor incroyable, où il y a des fleurs en plastique partout, au mur. Il travaille avec les plus grandes marques et il reste aligné sur son projet d'embellir le déchet. Et ça, je trouve que c'est une posture d'humilité incroyable. C'est un orfèvre du plastique, il faut le dire. Vraiment, c'est magnifique. Ce qui fait, moi, je rêve d'avoir une de ces fleurs chez moi, quoi. Exactement. Et après, il y a moi, ce que je trouve, je suis plutôt portée par des choses qui sont poétiques en soi. Donc, il y a un artiste qui s'appelle Nicolas Floch, qu'on a exposé sur une exposition sur la biodiversité et il est dans une très belle galerie par ailleurs. Et Nicolas, en fait, il a eu comme projet d'aller photographier les fonds marins dans tous les océans et les mers du monde à une certaine profondeur. Et c'est le titre des œuvres, c'est la profondeur. Et en fonction de la couleur, ça veut dire qu'il y a du plancton ou pas et que l'eau est en bon état ou pas. Ça dit la qualité de l'eau. Et c'est limite un travail de documentaire sur la qualité de l'eau partout dans le monde. Mais c'est magnifique parce que ça emprunte aussi au code du monochrome dans l'histoire de l'art. Et donc, il y a une sorte de monochrome bleu et c'est jamais le même parce que ce sont des mers différentes. Et il y a un effet de série aussi. C'est un travail excessivement beau, complet, excessivement poétique. Et puis pour finir, je finirai avec une artiste qui m'a beaucoup touchée parce que elle exprime vraiment ce qu'est The Caring Gallery. C'est Fatima Hosseini, qui est une artiste qui vient d'Afghanistan et qui est en exil en France depuis l'arrivée des talibans au pouvoir en août 21. On l'a exposée plusieurs fois. Elle photographie la beauté des femmes afghanes. Et donc, ce sont des clichés magnifiques de ces femmes qui sont quand même excessivement contraintes par le régime extrémiste et religieux. Et Fatima, lors du vernissage, en fait, elle avait les larmes aux yeux, elle envoyait un message. Et en fait, c'était parce qu'une de ses amies n'avait pas réussi à aller jusqu'à l'aéroport et à fuir. Et nous, on était à Paris, rue Charlot, dans le quartier du Marais, vernissage prout-prout et tout le tout team. Et il y avait ses œuvres au mur, mais la vie était là, quoi. Et la réalité de son témoignage était là et elle le vivait en direct. Et ça, Fatima, c'est une artiste absolument incroyable. Elle est jeune, elle est belle, elle est talentueuse et elle témoigne. Et elle témoigne juste avec ses photos. Elle est ambassadrice aussi à l'UNESCO. Elle est formidable. Et je trouve qu'elle a un courage incroyable. Et toutes ces femmes ont un courage incroyable. Voilà.
Merci beaucoup pour ce partage. Ça donne vraiment envie d'aller voir toutes ces œuvres. Est-ce qu'on peut les trouver encore sur le site web de The Kering Gallery ? Tout à fait. Toutes les expos anciennes sont encore en ligne avec les œuvres. Et puis Fatima a une exposition en ligne de toute façon. D'accord. En tout cas, j'encourage les auditeurs à aller faire ne serait-ce que la visite virtuelle de l'espace sur le site web parce que on y retrouve toutes les précédentes expositions avec les cartels. Donc je mettrai le lien en description de l'épisode. Merci, on te souhaite le meilleur des succès dans cette aventure pleine de sens. Merci Charlène. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.